Après 3 mois de magnifiques découvertes en France, nous voilà à Andorre. On connaît absolument rien de ce pays, à part que c'est un des plus petits d'Europe. 30 km de large pour 20 km de hauteur. On entre dans le pays par le nord-est en quittant les Pyrénées ariégeoises. On est le 9 novembre et la neige est déjà là. Elle se mêle aux couleurs flamboyantes de l'automne et le spectacle est de toute beauté. C'est de toute beauté! On traverse la frontière et passons dans la ville de Pas-de-la-Case. Nos cerveaux ne comprennent pas trop ce qui se passe. Les boutiques de luxe se mêlent aux pistes de ski, qui elles-mêmes se mêlent aux boutiques d'alcool et de cigarettes au rabais. On continue de grimper et on se stoppe faire le plein d'air frais à 2408 mètres d'altitude. On transforme Falcor en motoneige et on se réchauffe avec un petit pas de danse. On réalise que ça sera sans doute la seule neige qu'on verra cet hiver. C'est bien d'être à Andorre. C'est frais, j'adore, c'est trop beau. En plus, il y a quand même un Times Square au milieu du Pas-de-la-Case. On a la neige, on a la montagne. Ça, c'est notre environnement en fait. C'est notre pur environnement naturel. Et Falcor glisse sur la neige, tel dans les cieux. Les voitures que nous suivons et les zones hôtelières de luxe nous rappellent bien qu'on est dans un petit paradis fiscal. On se stoppe pique-niquer au bord de la route avant d'arriver à Andorre-la-Vieille. Ce soir, on dort chez Yolanda, une femme qu'on a contactée sur Couchsurfing. N'étant pas tout de suite disponible, elle nous dit de passer à son boulot pour nous donner les clés de son appartement. Une simple inconnue avec qui nous avons uniquement échangé quelques lignes sur internet nous donne les clés de son appart et son adresse. Cette confiance et générosité fait vraiment du bien et cela va nous permettre de nous réchauffer plus rapidement que prévu. Merci Yolanda. On trouve son bâtiment et on gare littéralement Falcor dans la cage d'escalier, devant le regard mi-apeuré, mi-amusé des voisins de passage. On allège notre vaillant destrier, puis, d'un claquement de doigts, le camouflons en sac poubelle géant pour pas qu'il attrape froid durant la nuit. On entre chez Yolanda et découvrons son appart et ses 2 félins. La vue du salon est plutôt originale puisqu'elle donne pile sur le stade national d'Andorre. Mais pas de temps à perdre, on prépare le repas du soir pour notre hôte et pour Maria, sa coloc. Rentrer du boulot et pouvoir mettre les pieds sous la table, c'est notre manière de les remercier. Le lendemain, place à la découverte. On enfourche Falcor et nous envolons à travers les vallées du Nord. Les villages qu'on traverse et qu'on visite nous donnent une sensation de voyage dans le temps. D'autant plus qu'avec nos armures de chevalier, on matche bien avec le décor. Au détour d'une ruelle, Nata prend à gauche et on tombe sur nos statistiques YouTube. On est super surpris de voir que 90% des gens qui voient nos vidéos ne sont pas abonnés. Si vous voulez nous rendre un grand service, on vous propose 5 secondes d'intermède musical pour y remédier. Merci. On passe du calme des villages à l'agitation de la capitale en un instant. Et on découvre son centre où chaque mètre carré est optimisé pour afficher des pubs. Ça nous met quand même un peu le tournis. Le lendemain, on quitte déjà ce mini-pays qui nous aura fait redécouvrir la vie citadine. On passe notre 3e frontière en suivant une route magnifique et débarquons dans le nord de l'Espagne.
On a besoin de plus de chaleur et fuyons donc la montagne pour des latitudes plus douces. On a 400 km à faire pour découvrir le fameux désert de Bardenas. Aujourd'hui, on roulera durant 5 heures vers le sud-ouest. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, les températures remontent un peu en allant vers le sud, mais le problème d'aller vers l'ouest, c'est d'être totalement aveuglé par le soleil durant toute l'après-midi. Quelques kills avant le désert, on essaie de trouver un coin pour planter la tente. Pour pas se mettre à un endroit qui gêne, on décide de demander autour de nous. Après 2 demandes infructueuses et sans conseil particulier, la nuit commence à tomber et on prend donc le premier chemin venu pour s'éloigner de la route. Non, en tout cas, la route, elle nous voit juste pas depuis là. Regarde, il y a des petites ruines là. Après m'être réveillée pour faire mes petits besoins, je vois qu'il y a une brume épaisse dans tous les amandiers mais qu'on voit pas vraiment bien à la carte. On se les caille et trop la flemme de cuisiner. On s'endort et le lendemain au réveil, en ouvrant la tente, on dirait que le néant est passé par là. Ça, c'est le Mordor. Oh yeah, on va plier le camp. Merci Vince. Bienvenidos a España. À Bardenas, ya casi à Bardenas. C'est comme ça que vous imaginiez l'Espagne? Eh ben nous non plus. Toutes nos affaires sont trempées, mais on se motive, on plie le campement et on reprend la route direction le désert de Bardenas. On nous l'a beaucoup conseillé, mais on n'a aucune idée de comment c'est ou de comment on doit le visiter. On aperçoit alors un panneau et commençons à explorer le sud du parc. Direct, on se prend pour des cow-boys et cow-girls sur notre vaillant destrier. L'ambiance western est vraiment cool, alors moins de blabla, on vous laisse vous imprégner. Après la visite dans le sud du parc, on découvre l'entrée principale. On fait sécher notre tente trempée de la veille et prêtons nos outils à un cycliste français en galère. En échange, il nous file la carte du parc. Et voilà, on sait où on est et on découvre qu'on peut faire une grande boucle de 50 km à travers le parc. Alors c'est reparti pour une petite édite en musique. Après ces magnifiques aventures désertiques, on se pose dans le spot de camping le plus moche depuis le début de notre voyage. On est sur une place de parking, entouré de camping-cars. C'est interdit de dormir dans les Bardenas et on n'a pas envie de risquer une amende inutile. Bon, on est en Espagne mais il continue de faire vraiment frais. Une cousine à Nata habite Madrid. Alors on enfourche Falcor et on s'envole vers le centre du pays. On traverse à nouveau le sud du parc, puis rejoignons la civilisation. On a 400 km à rouler, mais on décide de prendre notre temps et de faire quelques stops sur la route. Falcor passe pas inaperçu et on sent qu'il inspire 2-3 personnes à l'évasion. On continue aussi à perfectionner nos chorégraphies pour se réchauffer sur la route.
On est mi-novembre et la nuit se couche vraiment tôt. Tout le groupe s'est arrêté pour nous regarder. En passant dans une forêt, on croise quelques chevreuils et décidons de nous inviter chez eux pour la nuit. C'est notre 3e nuit de suite sous tente et 3e fois que les températures sont négatives. Impossible de se faire à manger, on monte la tente et on s'enferme avec sac de couchage, bonnet et gants en attendant que la nuit passe au plus vite. Durant cette nuit frigorifique, on aura la malchance d'absolument pas dormir sur nos 2 oreilles pour 2 raisons. Premièrement, les cris de mort qui déchirent la nuit et résonnent à travers la forêt et qu'heureusement, Nata la trappeuse a su identifier comme le cri des chevreuils. Et deuxièmement, à cause de la chasse. On est sur une zone de chasse et on avoue avoir un peu peur d'être confondu avec des beaux cerfs. Au réveil, des petites bestioles sont là pour nous aider à plier le camp rapidement. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire. À cause du froid, la moto fume comme une vraie locomotive. How dare you! Heureusement, on sort vite de cette forêt brumeuse. Il nous reste 230 km jusqu'à Madrid, alors c'est parti, on met les gaz. Arrivé dans la capitale, on tente de trouver notre Airbnb au nord-ouest de la ville. Une route défoncée nous offre un beau panorama sur les énormes tours du centre-ville et après quelques allers-retours et mauvaises directions, nous voilà à la yourte. Eva Gloria nous accueille comme si on faisait partie de sa famille et nous présente Arco et Iris, les 2 chiens addicts aux pives. Le spot est vraiment cool et on se sent direct comme à la maison. On fait sécher notre tente dans le jardin et des centaines de brebis font leur apparition au milieu des cactus. On tente de les compter, mais il y en a tellement qu'on finit par tomber dans les pommes de fatigue. Le lendemain, on est trop heureux de retrouver ma cousine et de rencontrer Johan, son mari, et Lucia, leur petite de 4 mois. On a tellement de chance de pouvoir partager du temps avec Manu qu'on n'avait pas vu depuis 2009. Manu se transforme alors en guide et nous fait découvrir sa belle ville de cœur. On se balade, on mange, on se balade et on remange. On se balade et on remange. Waouh, c'est trop bon, on est dans le smoke. Bref, vous l'aurez compris, on s'est fait péter la panse, cette ville est remplie de délicieux mets pour tous les goûts. On aura aussi la chance d'aller visiter Chinchón, un village typique à 1 heure de Madrid et qui est connu pour ses nombreux tournages hollywoodiens. Le soir, on rentre à la yourte et on découvre qu'on est entouré par des centaines de petits lapins sauvages qui gambadent joyeusement autour de nous. Décidément, ce lieu à quelques pas du centre de Madrid est vraiment rempli de surprises. Après une semaine de belles découvertes et de ressourcement familial, on est prêt à continuer notre route, toujours en suivant notre boussole imaginaire qui nous mène vers l'ouest. Mais tout ça, c'est une autre histoire.